Je m'appelle Rachel, j'ai 30 ans et j'ai grandi dans ce que je pensais être une famille unie dans la banlieue de Boston. Toute ma vie, j'ai été celle qui est responsable, tandis que mes frères et sœurs en profitaient. Mais le Noël dernier, tout ce que je croyais de ma famille s'est brisé lorsque j'ai découvert leur trahison coordonnée. Le choc de découvrir qu'ils avaient prévu des vacances secrètes sans moi a tout changé. Faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez jamais dû choisir entre l'obligation familiale et le respect de soi. Grandissant dans notre modeste maison coloniale à Lexington, Massachusetts, je me suis toujours sentie en sécurité dans l'amour de ma famille. Ma mère, Margaret, enseignait en 5e année à l'école élémentaire locale, tandis que mon père, Thomas, travaillait comme comptable pour une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Nous n'étions pas riches. Mais nous avions assez. Mon frère Kevin a 4 ans de plus que moi, et ma sœur Megan a 3 ans de moins, de l'extérieur. Nous ressemblions à la famille américaine parfaite, dîner du dimanche, vacances d'été au Cape Cod et tradition des fêtes qui ne changeaient jamais. Mais sous la surface, les rôles étaient fermement établis dès le début. Kevin, étant l'aîné, était l'aventurier, toujours à rêver en grand et à prendre des risques. Megan, le bébé de la famille, était l'esprit libre et créatif qui avait besoin de protection et de conseils. Et moi, j'étais l'enfant du milieu fiable, la médiatrice, celle qui résolvait les problèmes. Quand nous étions enfants, si Kevin cassait une fenêtre en jouant au baseball, je l'aidais à nettoyer avant que nos parents rentrent à la maison. Quand Megan oubliait ses devoirs, je la ramenais à l'école en voiture pour qu'elle amadoue l'enseignant. Être celle qui était responsable est devenu mon identité, et pendant longtemps, j'en étais fière. En vieillissant, ces rôles d'enfance se sont intensifiés plutôt que d'évoluer. Après l'université, j'ai obtenu un emploi dans une société de marketing et j'ai gravi les échelons jusqu'au niveau de direction grâce à des semaines de 80 heures et des vacances sacrifiées. Pendant ce temps, Kevin sautait d'une opportunité entrepreneuriale à une autre. Un food truck qui a duré 6 mois. Une idée d'application qu'il n'a jamais entièrement développée. Une entreprise de dropshipping qui s'est effondrée après 1 an, chaque fois que l'une des entreprises de Kevin échouait. Ils s'adressaient à nos parents pour obtenir un prêt commercial. Ils vidèrent leurs économies pour l'aider, convaincus que sa prochaine idée serait la bonne, quand leurs fonds étaient épuisés. Kevin se tournait vers moi avec des discours passionnés et des promesses de remboursement une fois qu'il aurait réussi. Le schéma de Megan était différent, mais tout aussi épuisant. Elle s'est inscrite dans une école d'art, puis a abandonné après un semestre pour se trouver. Ensuite, l'école culinaire. Abandonnée lorsque les horaires se sont avérés trop exigeants, puis le nursing, l'enseignement, la certification, la conception web. Chaque nouvelle passion s'accompagnait de demandes de frais de scolarité, de dépôt d'appartements, de réparation de voitures et d'argent de loyer d'urgence lorsqu'elle quittait des emplois qui ne satisfaisaient pas son esprit créatif. Nos parents les ont tous deux encouragés, trouvant des excuses comme « Kevin n'a pas encore trouvé son chemin » ou « Megan est si sensible, elle a besoin de temps pour découvrir son but ». Mais avec moi, les attentes étaient parfaitement claires. Je devais être financièrement indépendante, axée sur ma carrière et disponible chaque fois que la famille avait besoin d'aide, vers la fin de la vingtaine. J'avais prêté plus de 4 000 $ à Kevin, qui ne m'ont jamais été remboursés. J'avais couvert le loyer de Megan 6 fois lorsqu'elle était entre 2 emplois. J'avais contribué aux dépenses du ménage de nos parents lorsqu'ils avaient vidé leur compte de retraite pour financer la dernière idée commerciale de Kevin, tout en gérant ma propre hypothèque, mon paiement de voiture et mes prêts étudiants. Le ressentiment s'est accumulé lentement. Chaque fois que je recevais un appel paniqué concernant une facture en retard ou une supplication larmoyante pour juste un petit prêt jusqu'au mois prochain, je me sentais un peu plus utilisée. Mais ils étaient ma famille. Et dans notre foyer, la famille passait toujours en premier. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Marcus lors d'un événement caritatif organisé par mon entreprise. Il était intelligent, stable et a immédiatement perçu la dynamique de ma famille lors de notre 3e rendez-vous. Après que j'ai annulé un dîner
Parce que Megan avait besoin d'aide pour déménager de son appartement, ses colocataires étaient totalement toxiques. Marcus m'a demandé gentiment « Te rends-tu compte que tu permets leur dépendance ?» J'ai rejeté ses préoccupations. Ils traversent des périodes difficiles. Ils feraient noter la même chose pour moi. Mais le ferait-il? La question persistait à mesure que notre relation s'approfondissait. Marcus venait d'une famille où chacun faisait sa part. Son frère et sa sœur étaient indépendants. Et les réunions de famille étaient axées sur la connexion, pas sur l'aide financière. Pourtant, je gardais l'espoir que mes frères et sœurs mûriraient, que mes parents établiraient des limites, que nous deviendrions finalement la famille vraiment solidaire que je prétendais que nous étions déjà. Chaque Noël, nous nous réunissions chez mes parents pour notre célébration traditionnelle. Malgré tout, je chérissais ces moments où nous semblions être la famille aimante que je souhaitais que nous soyons. L'année dernière, Marcus m'a demandé en mariage après 2 ans ensemble. J'étais folle de joie et j'ai immédiatement su que je voulais annoncer nos fiançailles à Noël, lorsque tout le monde serait réuni, malgré les inquiétudes de Marcus quant à la réaction de ma famille. J'étais convaincue qu'il serait heureux pour moi. Cette étape importante, pensais-je, pourrait même aider à réinitialiser notre dynamique familiale dans les semaines précédant Noël. J'ai dépensé sans compter pour des cadeaux malgré mon budget serré. Une machine à café haut de gamme pour mes parents afin de remplacer la leur cassée. Un casque à réduction de bruit pour Kevin, qui se plaignait des distractions pendant qu'il travaillait, et un appareil photo professionnel pour Megan, qui avait récemment montré un intérêt pour la photographie. J'ai emballé méticuleusement chaque cadeau, imaginant leur visage lorsqu'ils les ouvriraient. J'imaginais la joie de ma mère quand je lui montrerais ma bague de fiançailles, les larmes de fierté de mon père, l'enthousiasme de mes frères et sœurs à l'idée d'avoir Marcus comme beau-frère. Après des années à me sentir sous-évaluée, je me suis convaincue que ce Noël serait différent. Je n'avais aucune idée à quel point il serait différent. Juste pas de la manière que j'espérais. Décembre était toujours ma période la plus chargée au travail, en tant que directrice du marketing pour les plus grands comptes de notre entreprise. J'ai passé des semaines à finaliser les campagnes de fin d'année et à préparer les présentations stratégiques pour janvier. L'année dernière a été particulièrement exigeante avec 3 nouveaux clients ajoutés à mon portefeuille en novembre, malgré la charge de travail écrasante. J'ai trouvé du temps pour planifier le Noël parfait. Marcus et moi avons décidé d'attendre le jour de Noël pour annoncer nos fiançailles, l'imaginant comme le point culminant de notre réunion de famille. J'ai même acheté une bouteille spéciale de champagne pour célébrer le moment. « Es-tu sûre de vouloir partager la vedette avec Noël ?» m'a demandé Marcus un soir alors que nous discutions de notre annonce. Nous pourrions avoir un dîner séparé, tout centré sur nous. Noël, c'est quand tout le monde est ensemble et heureux, ai-je insisté. Ce sera encore plus spécial. Avec mon efficacité habituelle, j'ai créé une liste de courses détaillée pour les cadeaux. Bien que je respecte un budget strict pour économiser pour notre future maison avec Marcus, j'étais déterminée à offrir à chacun quelque chose de significatif. J'ai passé des heures à rechercher la machine à café parfaite pour mes parents, à comparer les caractéristiques et à lire les critiques jusqu'à trouver celle qui durerait des années. Pour Kevin, j'ai choisi un casque qui l'aiderait avec ses prétendus problèmes de productivité. L'appareil photo de Megan était de qualité professionnelle, lui donnant les outils pour poursuivre sérieusement la photographie si elle s'y tenait. Ce cadeau a poussé ma carte de crédit à sa limite. Mais je me suis convaincue que cela en valait la peine. Ce Noël n'était pas seulement une question de tradition. Il s'agissait de célébrer de nouveaux commencements et de renforcer les liens familiaux. 2 semaines avant Noël, j'ai appelé ma mère pour coordonner mon rôle habituel dans les préparatifs des fêtes. « Ne t'inquiète pas de venir tôt cette année, ma chérie », a-t-elle dit, la voix étrangement tendue. Papa et moi avons tout sous contrôle. C'était inhabituel. Au cours des 5 dernières années, j'étais arrivée la veille de Noël pour aider à cuisiner, nettoyer et décorer. Ma mère insistait toujours pour dire qu'elle avait besoin de mon aide. « Es-tu sûre ? Cela ne me dérange pas de venir jeudi au lieu de vendredi ? » « Non, non, » a-t-elle dit rapidement. « En fait, nous serons assez occupés avec les activités de l'église. Viens juste le soir du 24 décembre, comme tout le monde. » Quand j'ai raccroché,
J'ai ressenti une pointe d'inquiétude, mais je l'ai ignorée. Peut-être que mes parents reconnaissaient enfin mon emploi du temps chargé et essayaient de ne pas me surcharger. Le lendemain, j'ai appelé Kevin pour coordonner nos arrivées. « Quand pars-tu chez maman et papa ?» ai-je demandé. « Oh, a-t-il hésité. « Probablement la veille de Noël. Comme toujours. Tu veux un covoiturage. Je peux venir te chercher ?»« Non, a-t-il répondu trop rapidement. Je veux dire, j'ai peut-être quelques achats de dernière minute. Je ne veux pas te retenir. » Des conversations similaires avec Megan m'ont laissée de plus en plus confuse. Elle a prétendu qu'elle réglait son emploi du temps et qu'elle pourrait avoir un covoiturage avec une amie. Quand j'ai fait remarquer qu'elle habitait dans la direction opposée de la maison de ses parents. Elle a marmonné quelque chose à propos de faire des arrêts en chemin et a changé de sujet. Une semaine avant Noël, je suis passée chez mes parents, sans prévenir, avec des cookies faits maison. J'avais fini le travail plus tôt et j'ai pensé que ce serait une belle surprise. Quand je suis arrivée dans l'allée, j'ai remarqué que mon père fermait la porte du garage à la hâte, par l'ouverture. J'ai aperçu plusieurs valises. « Rachel, quelle surprise !» a-t-il dit. Son sourire trop éclatant. « Ta mère n'est pas là en ce moment. »« Qu'est-ce que c'est que ces bagages ?» ai-je demandé. « Vous partez quelque part. »« Juste en train d'organiser pour la collecte de dons de l'église, » a-t-il répondu, me guidant loin du garage. Ces vieilles valises encombraient le grenier. À l'intérieur, la maison était impeccable, inhabituelle pour mes parents, qui laissèrent d'habitude les préparatifs de Noël à la dernière minute, quand j'ai mentionné cela. Mon père a haussé les épaules et a dit « Ta mère a fait une cure de nettoyage. Tu sais comment elle est. » J'ai remarqué des brochures de voyage hâtivement cachées sous un magazine sur la table basse, mais je n'ai rien commenté, alors que je partais. Ma mère a appelé, et j'ai entendu mon père dire « Oui, elle est juste passée de manière inattendue. Non, je ne pense pas qu'elle suspecte quoi que ce soit. » Ce soir-là, j'ai mentionné ces étranges occurrences à Marcus. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma famille, » ai-je dit. « Tout le monde est bizarre à propos des projets de Noël. » Marcus fronça les sourcils. « Penses-tu qu'il pourrait planifier quelque chose sans toi ?»« Aucune chance. » ai-je écarté cette pensée. Noël est sacré dans notre famille. Nous le passons toujours ensemble. Mais le germe du doute était planté. Je me suis retrouvée à vérifier plus fréquemment les réseaux sociaux de mes frères et sœurs, à la recherche d'indices. Kevin avait été inhabituellement silencieux en ligne, et les publications de Megan étaient vagues sur ses projets de vacances. 3 jours avant Noël, j'ai reçu un SMS de groupe de ma mère. Rappel à tous. Dîner de Noël la veille au soir, à 18h service religieux, à 9h cadeau, le matin de Noël à 10h. J'ai hâte d'avoir tous mes enfants sous le même toit. Le message m'a rassurée. J'étais paranoïaque, laissant le stress du travail affecter ma perception. Bien sûr. Nous aurions notre Noël habituel. Bien sûr. Ma famille ne m'exclurait de rien d'important. Lorsque la veille de Noël est arrivée, Marcus et moi avons conduit chez mes parents, avec nos cadeaux et notre champagne, la vue familière de ma maison d'enfance, décorée de lumières multicolores, et du Père Noël en plastique que mon père affichait chaque année depuis ma naissance, m'a rempli de chaleur. Quelles que soient les étranges vibes que je ressentais, elles devaient être dans ma tête. Ma mère nous a accueillis à la porte avec des câlins et des exclamations sur mon air fatigué. Mon père a tapé Marcus sur le dos et lui a offert une bière. Kevin et Megan étaient déjà là, regardant tous deux leur téléphone plus que d'habitude. La tante Patty et l'oncle Bill sont arrivés peu après nous, ainsi que mes cousins Amber et Taylor. J'ai remarqué qu'ils échangeaient des regards avec mes parents, qui semblaient les charger de sens, quand j'ai serré la tante Patty dans mes bras. Elle a murmuré « C'est si bon de te voir, ma chérie. Tu nous as manqué lors des réunions de famille. » Cela m'a semblé étrange. J'avais assisté à tous les événements familiaux de l'année dernière. Pendant le dîner, la conversation était fluide, mais semblait d'une manière ou d'une autre répétée. Tout le monde s'est renseigné sur mon travail, mais a changé de sujet lorsque j'ai posé des questions sur leurs projets pour la semaine après Noël. Kevin évitait le contact visuel, et Megan semblait inhabituellement intéressée par la pièce maîtresse de la table. Après le dîner, alors que nous nous préparions à partir pour le service religieux,
Megan s'est rendue compte qu'elle avait oublié son téléphone dans la cuisine. Elle m'a demandé si je pouvais aller le chercher pendant qu'elle mettait son manteau. Toujours la sœur serviable. J'ai accepté. Dans la cuisine, j'ai trouvé son téléphone sur le comptoir en le ramassant. Une notification est apparue sur l'écran. Un SMS de groupe incluant mes parents, Kevin et plusieurs autres membres de la famille. L'aperçu montrait juste assez. Vol confirmé pour 10 heures le 26/12. Tout le monde a fait sa valise. Mon cœur s'est effondré. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'il préparait une surprise pour Marcus et moi. Mais pourquoi ne m'inclurait-il pas dans la planification, les mains tremblantes? J'ai rendu le téléphone de Megan et n'ai rien dit. Pendant tout le service religieux, je suis restée dans le brouillard, n'entendant à peine les chants de Noël familiers, tandis que les questions se bousculaient dans mon esprit. Que préparait-il? Pourquoi étais-je exclue? Devrais-je les confronter maintenant ou attendre? Cette nuit-là, alors que Marcus et moi nous installions dans ma vieille chambre, j'ai murmuré ma découverte. Tu dois leur demander directement, m'a-t-il conseillé. Ne laisse pas cela gâcher l'annonce de nos fiançailles. Mais ne laisse pas non plus cela passer. J'ai hoché la tête, déterminée à profiter du matin de Noël. Malgré mon anxiété croissante, quoi qu'il arrive, je m'en chargerai après notre moment spécial. Je n'avais aucune idée que le lendemain après-midi, je quitterais ma maison d'enfance en larmes. Ma confiance en ma famille brisée au-delà de toute réparation. Le matin de Noël s'est levé clair et froid. Je me suis réveillée tôt, l'anxiété me rongeant l'estomac. Mais j'ai forcé un sourire alors que Marcus et moi rejoignions tout le monde en bas. Le salon avait l'air parfait. Lumière scintillante sur le sapin, cadeaux disposés en dessous, l'odeur des brioches à la cannelle qui cuisent au four. Ma mère avait même sorti la vaisselle de Noël spéciale que nous utilisions depuis que j'étais enfant. Joyeux Noël, tout le monde, a tonné mon père, distribuant des tasses de café. Kevin avait l'air d'avoir la gueule de bois, affalé dans le fauteuil, tandis que Megan était perchée par terre près du sapin, triant déjà les cadeaux en pile. « Commençons par les cadeaux », a suggéré ma mère. « Rachel, pourquoi ne les distribues-tu pas comme tu le faisais quand tu étais petite ?» J'ai joué le jeu, déterminée à maintenir l'esprit de Noël malgré mon malaise. Un par un, j'ai distribué les cadeaux, gardant les spéciaux que j'avais apportés pour la fin. Quand tout le monde eut une petite montagne devant soi, nous avons commencé à les ouvrir dans l'ordre du plus jeune au plus âgé, comme le veut notre tradition familiale. Megan a déballé mon cadeau en premier, sortant l'appareil photo professionnel de sa boîte. « Waouh !» a-t-elle dit platement. « Ça a l'air cher. »« C'est celui que tu regardais en ligne, » ai-je rappelé. « Tu te souviens ? Tu as dit que ce serait parfait pour la photographie de paysage. »« Oh, oui, merci. » Elle l'a mis de côté, sans examiner les caractéristiques sur lesquelles j'avais passé des heures à faire des recherches. La réaction de Kevin à son casque à réduction de bruit a été tout aussi décevante. « Cool, merci, Ratch !» a-t-il marmonné, y jetant à peine un coup d'œil avant de passer au cadeau suivant. Mes parents ont montré plus d'enthousiasme pour leur machine à café, mais je les ai surpris, en train d'échanger un regard presque coupable. Mes propres cadeaux étaient attentionnés, mais étrangement impersonnels. Un pull générique pour mes parents. Une carte cadeau de Kevin, des produits de bain de Megan, rien qui suggérait qu'ils avaient pas beaucoup réfléchi à ce que j'aimerais ou dont j'aurais réellement besoin. Au fur et à mesure que le déballage se terminait, j'ai serré la main de Marcus, signalant qu'il était temps pour notre annonce. Il a hoché la tête en signe d'encouragement. « Tout le monde !» ai-je dit en me levant. Marcus et moi avons une nouvelle à partager. Tous les regards se sont tournés vers moi, et pendant un instant, j'ai ressenti la chaleur familière d'être entourée de ma famille. Nous sommes fiancés. J'ai tendu la main pour montrer la bague ancienne en saphir que Marcus m'avait donnée. Il m'a demandé le mois dernier, et nous voulions le dire à tout le monde ensemble à Noël. Il y a eu un temps de silence avant que ma mère ne se lève pour m'embrasser. « Félicitations, ma chérie. C'est une merveilleuse nouvelle. Mon père a serré la main de Marcus. Bienvenue dans la famille, fils. » Kevin a levé sa tasse de café dans un toast peu enthousiaste. « Félicitations, les amoureux. » Megan a souri d'un air crispé. La bague est jolie. Leur réaction semblait atténuée, presque distraite.
Personne n'a posé de questions sur les préparatifs du mariage ou sur la façon dont Marcus m'avait demandé en mariage. Personne n'a suggéré d'ouvrir le champagne que j'avais apporté, après quelques minutes de conversation guindée. Ma mère a annoncé qu'il était temps de préparer le dîner de Noël. J'aiderai, ai-je offert automatiquement. Pas besoin, a-t-elle répondu. Megan m'aide déjà. Dans le soudain remue-ménage d'activité. Megan a laissé son téléphone sur le canapé. Une notification a allumé l'écran. Et sans réfléchir, j'y ai jeté un coup d'œil. C'était un message de quelqu'un nommé Groupe Bahamas qui disait « Dernier appel, rendez-vous à l'aéroport 8 heures demain. N'oubliez pas vos passeports et votre crème solaire. » Mon estomac s'est noué. J'ai pris le téléphone et, avant de pouvoir m'arrêter, j'ai ouvert la conversation. Ce que j'ai vu a confirmé mes pires craintes. C'était un chat de groupe incluant mes parents. Kevin, Megan, tante Patty, oncle Bill et mes cousins. Tout le monde présent à notre réunion de Noël, sauf Marcus et moi. Les messages détaillaient les plans pour des vacances familiales de 10 jours aux Bahamas. Partant le 26 décembre, ils planifiaient cela depuis des mois, coordonnant les vols, partageant les informations sur les hôtels, discutant des excursions. Un message de ma mère disait « N'oubliez pas un mot à Rachel. Elle est tellement occupée par son travail de toute façon, et nous ne voulons pas qu'elle se sente exclue. » Kevin avait répondu « Elle dirait probablement juste qu'elle ne peut pas venir à cause d'une date limite. » La réponse de Megan « En plus, elle amènerait Marcus. Et ceci est censé être juste la famille. Juste la famille. » Les mots se sont gravés dans mon cerveau, apparemment. J'étais de la famille quand ils avaient besoin d'argent ou d'aide, mais pas quand il s'agissait de créer des souvenirs heureux ensemble. Quand Megan est revenue et m'a vue avec son téléphone, son visage a perdu toute couleur. « Pourquoi fouilles-tu dans mon téléphone ?» a-t-elle exigé, le lui arrachant. « Pourquoi partez-vous tous aux Bahamas sans me le dire ?» ai-je rétorqué. La voix tremblante, la pièce devint silencieuse. Marcus s'est avancé pour se tenir à côté de moi, sa main sur mon épaule en signe de soutien silencieux. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. « Que se passe-t-il » ?« Je sais pour le voyage, » ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable, celui que vous planifiez depuis des mois, celui que tout le monde ici connaît, sauf Marcus et moi. Mon père s'est avancé, son expression mêlant culpabilité et défi. « Rachel, ce n'est pas ce que tu crois ? Vraiment. Parce qu'il semble que toute ma famille ait planifié des vacances ensemble et m'ait délibérément exclue. Nous ne t'avons pas exclu, a insisté ma mère. Nous savions que tu étais occupé par ton travail, et nous ne voulions pas te faire sentir mal de ne pas pouvoir venir. Alors, au lieu de m'inviter et de me laisser décider, vous m'avez tous menti au visage pendant des mois. Kevin a haussé les épaules, évitant mon regard. Tu es toujours tellement occupé par le travail de toute façon. Nous pensions que tu ne voudrais pas prendre de jours de congé. Et nous voulions de vraies vacances en famille, a ajouté Megan. Puis elle a tressailli à ses propres mots. De vraies vacances en famille, ai-je répété lentement. Alors, Marcus et moi ne sommes pas de la vraie famille. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a rapidement interrompu mon père. C'est juste qu'avec ton emploi du temps et les obligations familiales de Marcus, coordonner tout le monde aurait été compliqué. Compliqué, ai-je répété, la douleur dans ma poitrine se durcissant en colère. Plus compliqué que d'orchestrer ce mensonge élaboré, puis de s'assurer que personne ne fasse de faux pas et ne me le dise, puis de nettoyer votre historique de navigation pour que je ne voie pas vos recherches de vacances. Personne n'a répondu. Depuis quand planifiez-vous cela ? Ai-je demandé. La tante Patty s'éclaircit la gorge. Depuis juillet, je crois 6 mois. Pendant 6 mois. Chaque conversation, chaque dîner de famille, chaque SMS avait contenu ce secret. Et qui paie pour ce voyage ? Ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Les regards inconfortables échangés entre mes parents et mes frères et sœurs l'ont confirmé. Kevin, quand tu m'as emprunté 3000 $ en septembre pour du matériel professionnel. Était-ce pour ce voyage ? Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. J'allais te rembourser. Oui, Megan, quand je t'ai aidé avec le loyer en octobre parce que tu disais que tes heures avaient été réduites. Était-ce pour que tu économises pour ces vacances ? Elle a étudié le sol, ne disant rien. Maman, papa, cette urgence de plomberie pour laquelle vous aviez besoin d'aide le mois dernier, y avait-il même une fuite ?
Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Rachel, s'il te plaît, comprends. Nous voulions juste de bonnes vacances en famille, sans toi. Vous vouliez de bonnes vacances en famille, sans moi, ai-je terminé pour elle. Tu en fais toute une histoire, s'est plainte Kevin. C'est juste un voyage. Ce n'est pas juste un voyage, ai-je dit, la voix brisée. C'est le fait que vous ayez tous fait des efforts pour me le cacher. C'est le fait que vous m'ayez utilisé pour financer cela. C'est le fait qu'aucun d'entre vous n'ait pensé ne serait-ce qu'un instant à ce que cela me ferait ressentir. Nous avons pensé à tes sentiments, a insisté mon père. C'est pourquoi nous ne te l'avons pas dit. Nous ne voulions pas que tu te sentes exclu. La logique tordue était presque risible. Alors au lieu de cela, tu m'as délibérément exclu. Comment cela a-t-il du sens? Personne n'avait de bonne réponse. La pièce fut remplie d'un silence gênant, brisé seulement par les reniflements discrets de ma mère. Marcus me serra l'épaule. « Je pense que nous devrions partir, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, soudainement épuisée. Nous partons. Profitez de vos vacances. Rachel, ne pars pas comme ça, a plaidé ma mère. C'est Noël. Oui, c'est le cas, ai-je convenu. Et je viens de découvrir ce que ma famille pense vraiment de moi. Meilleur cadeau jamais. Alors que Marcus et moi rassemblions nos affaires, les excuses de ma famille continuaient. Ils n'avaient pas voulu me blesser. Ils avaient prévu de me le dire éventuellement. Ils m'apporteraient un souvenir. Chaque mot ne faisait qu'approfondir la blessure. Je suis sortie de ma maison d'enfance sans regarder en arrière. Les cadeaux soigneusement emballés que j'avais apportés restaient oubliés sous le sapin. Dans la voiture, Marcus conduisait en silence pendant que je regardais par la fenêtre, les larmes coulant sur mon visage. Mon téléphone vibrait de messages de ma famille, mais je ne pouvais pas me résoudre à les lire. Ils m'ont utilisé, ai-je murmuré. Enfin, toutes ces années, ils m'ont utilisé. Marcus a tendu la main pour prendre la mienne. Que veux-tu faire? J'ai fermé les yeux, le poids de tant d'années de traitement inégal m'écrasant. Je ne sais pas encore, mais je sais que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Alors que nous nous éloignions de mon passé, je n'avais aucune idée que cette douloureuse révélation me mènerait finalement à la décision la plus forte de ma vie et éventuellement à une liberté que je n'avais jamais imaginée possible. La semaine après Noël s'est passée dans un tourbillon de chagrin et de colère. J'ai appelé pour me faire passer pour malade au travail pour la première fois en 3 ans. Incapable d'affronter les réunions clients pendant que mon monde émotionnel implosait. Marcus m'a apporté du thé et s'est assis avec moi pendant des nuits pleines de larmes, ne disant jamais « Je te l'avais bien dit » à propos du comportement de ma famille. Mon téléphone s'est rempli de messages que je ne pouvais pas me résoudre à lire. Les notifications d'Instagram montraient les photos de vacances de ma famille. Promenade au coucher du soleil sur la plage. Dîner luxueux dans des complexes hôteliers. Photos de groupes souriantes avec tout le monde portant des chemises tropicales assorties. Chaque image était une nouvelle blessure. La preuve qu'ils passaient le meilleur moment de leur vie pendant que je traitais la trahison. « Tu devrais les bloquer », a suggéré Marcus doucement le 3e jour. Me trouvant en train de sangloter devant une photo de mes parents et frères et sœurs lors d'une croisière en catamaran. Au moins jusqu'à ce que tu sois prête à gérer ça. J'ai besoin de voir, ai-je insisté. J'ai besoin de comprendre à quoi ont servi des mois de mensonges. Mais regarder leur visage souriant n'a fait qu'approfondir ma confusion et ma douleur. Comment pouvaient-ils s'amuser en sachant ce qu'ils avaient fait? Étais-je si peu importante pour eux? Le soir du Nouvel An, alors que Marcus et moi étions tranquillement assis à la maison, au lieu d'assister à la fête à laquelle nous avions prévu d'aller. J'ai finalement ouvert leur message de maman. « Rachel, s'il te plaît, ne réagis pas de manière excessive. Nous t'aimons et n'avons jamais voulu te blesser. Appelle-moi quand tu seras calmée. » De papa. « Ta mère est contrariée. Ces vacances étaient son idée pour réunir la famille. Ne gâche pas ça pour elle. » De Kevin. « Sérieusement. Ma sœur, trop de drame. C'est juste des vacances. Je te rembourserai quand je rentrerai. » De Megan. « Je suis désolée que tu l'aies découvert ainsi, mais tu es super dramatique en ce moment. Tout ne tourne pas autour de toi. Pas une seule véritable excuse. Pas un message qui reconnaissait le vrai problème. Qu'ils avaient conspiré pour m'exclure tout en utilisant mon soutien financier pour financer leur voyage. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Effrayant Marcus. Ils ne comprennent toujours pas,
ai-je dit, de nouvelles larmes coulant sur mon visage. Ils pensent que je réagis de manière excessive parce que je n'ai pas été invitée aux vacances. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit du mensonge, de la manipulation, de me prendre pour acquis. Marcus a récupéré mon téléphone, vérifiant qu'il n'était pas cassé. Peut-être qu'il ne le voit pas parce que c'est le schéma depuis si longtemps. Tu as toujours été celle qui est responsable, celle qui donne, celle qui répare. Ils ne savent pas comment interagir avec toi autrement. Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation. Notre dynamique familiale était gravée dans le marbre depuis l'enfance. Kevin et Megan prenaient. Mes parents les encourageaient et je fournissais. Je n'ai jamais sérieusement remis en question ce schéma, cédant toujours à la pression d'être la fille digne de confiance, la sœur généreuse. Le lendemain, j'ai commencé une thérapie avec le docteur Fiona Barrett, une spécialiste des systèmes familiaux que Marcus avait recherché pour moi, lors de notre première séance. J'ai raconté l'histoire de Noël et des années de contexte. Ce que j'entends, a dit prudemment le docteur Barrett, c'est que vous avez été cantonné dans un rôle qui ne vous convient plus, mais votre famille résiste à toute tentative de redéfinir ce rôle. Pourquoi ? Ai-je demandé. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir à quel point c'était injuste ? Parce que le système actuel leur convient, a-t-elle expliqué. Si vous changez votre rôle, tout le monde doit changer aussi, et le changement est inconfortable. Ils vont se défendre fermement pour maintenir le statu quo. Au cours des semaines suivantes, le docteur Barrett m'a aidé à comprendre que l'incident de Noël n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une vie de déséquilibre. Elle m'a encouragée à tenir un journal sur d'autres situations où ma famille avait profité de ma générosité. La liste était douloureusement longue. Kevin, empruntant ma voiture pendant 6 mois pendant mes études. La rendant avec une transmission endommagée qu'il ne pouvait pas payer pour réparer. Megan ruinant ma robe préférée avant un entretien important. Puis minimisant mon malaise parce que ce ne sont que des vêtements. Mes parents s'attendant à ce que j'organise et finance le dîner de Thanksgiving l'année dernière parce qu'ils avaient dépensé leur budget de vacances pour une escapade d'un week-end entre amis. Au fur et à mesure que janvier progressait, je suis lentement revenue à ma routine de travail habituelle, mais ma perspective avait fondamentalement changé. J'ai vérifié mes relevés bancaires et mon historique de carte de crédit, calculant exactement combien d'argent j'avais donné à ma famille au fil des ans. Le total était stupéfiant. Plus de 7 000 $ depuis que j'avais commencé à travailler à temps plein. Qu'aurais-je pu faire avec cet argent ? Marcus et moi économisions pour un apport pour une maison, retardant nos projets parce que mes finances étaient constamment drainées par des urgences familiales. J'aurais pu faire le voyage international dont j'avais toujours rêvé, ou investir dans une formation supplémentaire, ou simplement construire un avenir financier plus sûr. La colère qui a remplacé ma douleur initiale était clarifiante. J'ai commencé à voir que ma volonté de dire toujours oui n'avait pas vraiment aidé ma famille. Cela avait permis des schémas de dépendance et de droit qui n'étaient sains pour aucun de nous. Fin janvier, ma famille était rentrée de son voyage aux Bahamas. Ma mère a appelé immédiatement, laissant un message vocal qui parvenait à sembler à la fois inquiet et agacé. « Rachel, ce silence est enfantin. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Rappelle-moi. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai transmis le message vocal au docteur Barrett, qui a souligné la manipulation subtile, qualifiant mon besoin d'espace d'enfantin, faisant de l'enjeu ma réaction plutôt que leurs actions. Quelques jours plus tard, Kevin a envoyé un SMS. « Salut ma sœur, j'ai besoin d'emprunter 600 $ pour le loyer. Les choses sont difficiles après le voyage. Je te rembourserai le mois prochain. C'est sûr. » L'audace était à couper le souffle. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Pas de véritable excuse. Juste une autre demande d'argent, par le passé. J'aurais transféré les fonds immédiatement, acceptant sa promesse de remboursement vide, cette fois. J'ai simplement répondu « Non ». Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Qu'est-ce que tu veux dire par non ? J'en ai besoin demain, ou j'aurai des frais de retard. »« Ce n'est pas mon problème », ai-je écrit en retour. « Débrouille-toi. » Le déluge de SMS qui a suivi allait de l'incrédulité à la colère en passant par la culpabilisation. Comment as-tu pu le laisser dans le pétrin ? Quel genre de sœur es-tu ? Tu voulais qu'il soit expulsé. J'ai éteint mon téléphone et suis allée dîner avec Marcus, qui a levé son verre pour porter un toast lorsque je lui ai raconté ce que j'avais fait.
À l'établissement des limites, a-t-il dit. Il était temps. Le lendemain, mes parents ont appelé, ayant clairement entendu Kevin. Rachel, ton frère est dans une position difficile, a commencé mon père sans préambule. Je sais que tu es toujours contrarié par Noël, mais la famille aide la famille. Tu as raison, ai-je convenu. La famille aide la famille. Comme quand la famille t'invite en vacances, au lieu de te mentir au visage. Comme quand la famille ne t'utilise pas comme une banque. Ce n'est pas juste, a interrompu ma mère. Nous avons toujours été là pour toi. Quand? Ai-je contesté. Quand m'avez-vous déjà fait passer en premier? Quand vous êtes-vous jamais sacrifié pour moi, comme je me suis sacrifié pour vous tous? Le silence était révélateur. J'ai beaucoup réfléchi à cela, ai-je continué, à la façon dont notre famille fonctionne, et j'ai réalisé que cela ne me convient plus. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé mon père, la lassitude dans sa voix. Cela signifie que j'ai fini d'être la banque de la famille. Cela signifie que je prends du recul jusqu'à ce que je comprenne quel genre de relation je veux vraiment avec vous tous. Après que j'ai raccroché, Megan a appelé ensuite, son approche plus émotive. « Rachel » a-t-elle sangloté. « Kevin m'a dit ce que tu as dit à maman et papa. Comment peux-tu nous abandonner comme ça? Nous sommes ta famille. » « Oui, nous le sommes, ai-je convenu. Et la famille devrait se traiter avec respect et honnêteté. M'as-tu respecté quand tu as menti à propos des vacances? As-tu été honnête quand tu as demandé de l'argent de loyer que tu as utilisé pour un voyage à la plage? C'est différent, a-t-elle insisté. J'avais vraiment besoin d'aide pour le loyer. Je voulais juste aussi aller au voyage. Et tu n'as pas pensé que je méritais de le savoir. Tu n'as pas pensé que je méritais d'avoir la chance de décider si je voulais subventionner tes vacances. Tu es tellement froide, m'a-t-elle accusée. Ce n'est pas toi. Peut-être que Rachel que tu connaissais, celle qui disait toujours oui, celle qui faisait toujours passer les autres en premier, peut-être qu'elle n'existe plus. Alors que janvier se transformait en février. La pression s'intensifiait. Les membres de la famille élargie ont commencé à appeler. Tante Patty suggérait que je déchirais la famille à cause d'un simple malentendu. Oncle Bill insistait sur le fait que la famille pardonne. Le seul soutien était ma cousine Jessica, qui a appelé un soir avec une perspective différente. « Je veux juste que tu saches, » a-t-elle dit doucement, « que je comprends pourquoi tu es bouleversée. Ils m'ont fait la même chose l'année dernière avec le voyage de ski. Personne ne m'a rien dit avant que je voie les photos sur Facebook. Sa solidarité était une bouée de sauvetage. Comment as-tu géré ça? Ai-je demandé. Pas aussi bien que toi, a-t-elle admis. Je leur ai pardonné immédiatement, et j'ai fait semblant que cela ne faisait pas mal. Mais c'était le cas, et honnêtement, rien n'a changé. Ils l'ont refait cette année avec le voyage aux Bahamas. Ces paroles ont confirmé ce que je commençais à comprendre. Qu'en l'absence de réelles conséquences, ma famille ne changerait jamais son comportement. Le schéma continuerait indéfiniment, avec moi toujours représenté comme le fournisseur fiable qui pouvait être pris pour acquis. Au fur et à mesure que l'hiver progressait, j'ai maintenu ma distance tout en travaillant avec le docteur Barrett pour traiter mes sentiments. L'espace m'a permis de voir la dynamique de notre famille, avec une clarté douloureuse. Comment mes parents avaient toujours favorisé mes frères et sœurs. Comment Kevin et Megan avaient appris à manipuler plutôt qu'à s'autosuffire. Comment j'avais été à la fois victime et complice de ce système malsain. À quoi voulez-vous que ressemble une relation avec votre famille à l'avenir? A demandé le docteur Barrett lors d'une séance. J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je veux le respect mutuel, je veux l'honnêteté. Je veux qu'il me valorise pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. Et s'ils ne peuvent pas vous donner cela? La question est restée en suspens, me mettant au défi d'envisager une possibilité que je ne m'étais jamais autorisée à affronter, que peut-être ma famille est incapable de la relation que je mérite. Alors je dois l'accepter et ajuster mes attentes en conséquence. Ai-je dit finalement. Je ne peux pas continuer à espérer qu'ils changeront s'ils m'ont montré à plusieurs reprises qu'ils ne le feraient pas. Ce fut un tournant. Au lieu d'essayer de réparer notre système familial brisé, j'ai commencé à me concentrer sur ma propre guérison. J'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux. J'ai investi plus d'énergie dans des amitiés qui semblaient équilibrées et solidaires. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne spécifiquement pour l'apport de la maison.
observant avec satisfaction le solde augmenter sans retrait constant pour les urgences familiales. Marcus a remarqué le changement en moi. « Tu sembles plus légère », a-t-il observé un soir alors que nous cuisinions ensemble. « Comme si tu avais déposé un lourd sac à dos que tu portais depuis des années. » Il avait raison. L'anxiété constante face aux besoins familiaux avait disparu, remplacée par un sentiment croissant d'autonomisation pour la première fois de ma vie d'adulte. Mes ressources émotionnelles, financières, temporelles, m'appartenaient vraiment. Mais ma famille n'était pas prête à lâcher si facilement leur emprise. Alors que le printemps approchait et qu'ils réalisaient que mes limites n'étaient pas temporaires. Leurs tactiques sont passées de la culpabilisation à la colère, puis au désespoir. La confrontation qui me forcerait enfin à prendre la décision la plus difficile et finalement la plus libératrice de ma vie était en train de se préparer. Et quand elle arriverait, il n'y aurait plus de retour en arrière à la personne que j'étais avant. Mars est arrivé avec une vague de contacts renouvelés de la part de ma famille. Il semblait avoir décidé collectivement qu'assez de temps s'était écoulé pour que je surmonte l'incident de Noël. Ma mère a appelé un dimanche après-midi pendant que Marcus et moi peignions notre appartement. « Rachel, cela dure depuis trop longtemps », a-t-elle commencé sans préambule. « Nous devons avoir un dîner de famille et mettre cela derrière nous. » J'ai posé mon pinceau, me faisant violence. Je ne suis pas prête pour ça. Cela fait plus de 2 mois. Combien de temps encore allez-vous nous punir pour une petite erreur? Ce n'était pas une petite erreur, ai-je corrigé. C'était des mois de mensonges coordonnés, c'était m'utiliser pour de l'argent afin de financer un voyage auquel je n'étais pas invitée. C'était me traiter comme si je ne comptais que lorsque j'étais utile. Ma mère a soupiré dramatiquement. Tu as toujours été sensible. Nous ne t'avons pas parlé du voyage parce que nous savions que tu réagirais exactement comme ça, faisant de tout une histoire sur toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, même maintenant. Elle ne pouvait pas reconnaître le préjudice réel qu'ils avaient causé. Je n'aurai pas cette conversation, ai-je dit calmement, et j'ai raccroché. Le lendemain, mon père a appelé ma ligne de bureau, sachant que je répondrais probablement à un appel professionnel. « Rachel, ta mère est très contrariée. » A-t-il dit quand j'ai décroché. Je suis contrariée aussi. Papa, écoute, nous avons fait une erreur en ne te parlant pas du voyage. Nous nous en excusons. Mais il est temps d'aller de l'avant en tant que famille. As-tu réellement pensé à pourquoi je suis blessée? Ai-je demandé. Est-ce que quelqu'un dans notre famille l'a considéré que cela ne concerne pas des vacances? Mais des années d'être pris pour acquis, ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Nous t'avons toujours apprécié. L'appréciation n'est pas que des mots. Papa, ce sont des actions. C'est traiter quelqu'un avec respect. Ce n'est pas lui mentir ou l'utiliser. Il fut silencieux un moment. Qu'est-ce que tu veux de nous, Rachel? C'était la première question sincère que quiconque dans ma famille avait posée depuis que tout avait commencé. Je veux que vous compreniez pourquoi cela m'a tellement blessée. Je veux la reconnaissance que notre dynamique familiale est déséquilibrée depuis des années. Je veux un vrai changement, pas seulement de vaines excuses pour que nous puissions faire semblant que tout va bien. Nous pouvons discuter de tout cela lors du dîner de famille, a-t-il suggéré. Ta mère le prépare pour dimanche. Malgré mes réserves, j'ai accepté d'y assister. Peut-être qu'une conversation en personne était ce dont nous avions besoin pour briser le cycle de la douleur et de la défensive. Quand dimanche est arrivé, j'ai conduit chez mes parents seuls, ayant demandé à Marcus de me laisser l'espace pour gérer cela moi-même. Mon estomac se nouait d'anxiété alors que je me garais dans l'allée familière. À l'intérieur, la scène était artificiellement normale. Le rôti de bœuf signature de ma mère au four, la table de la salle à manger dressée avec la vaisselle de luxe. Tout le monde habillé comme pour une occasion spéciale. Kevin et Megan étaient déjà là. Me regardant tous les deux avec lassitude à mon entrée, « Rachel !» Ma mère m'a serrée dans ses bras comme si rien ne s'était passé. « Tu as l'air mince. As-tu bien mangé ?» Le dîner a commencé par des petites conversations guindées, mises à jour professionnelles, nouvelles du quartier, commentaires sur le temps inhabituellement chaud. Personne n'a mentionné le voyage aux Bahamas, ni la tension palpable dans l'air, finalement. Alors que ma mère servait le dessert, mon père s'éclaircit la gorge. Nous sommes tous ici parce que nous devons aborder ce qui s'est passé à Noël
et aller de l'avant en famille. J'ai attendu, espérant contre tout espoir une conversation sincère sur les problèmes plus profonds. Rachel, a-t-il continué, nous comprenons que tu aies été blessée de ne pas être incluse dans les plans de vacances. Nous aurions dû gérer cela différemment, et nous en sommes désolés. Ma mère hocha sincèrement la tête. Nous n'avons jamais voulu te blesser, ma chérie. Nous pensions juste que tu ne pourrais pas prendre de jours de congé, et nous ne voulions pas que tu te sentes mal de manquer ça. C'était la même explication superficielle qu'ils avaient donnée à Noël. Rien n'avait changé. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas suffisant. Kevin a interjeté. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que vous compreniez tous que cela ne concerne pas seulement les vacances, ai-je dit. Cela concerne des années d'être traité comme la banque de la famille. Cela concerne le fait que j'ai donné et donné tandis que vous avez tous pris et pris. Ce n'est pas vrai, a protesté Megan. Nous sommes une famille, nous nous aidons. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a aidé? Ai-je contesté. Quand vous êtes-vous sacrifié pour moi, comme je me suis sacrifié pour vous tous? Le silence était assourdissant. Laissez-moi être spécifique, ai-je continué, sortant mon téléphone où j'avais compilé des notes. Kevin, ces 5 dernières années, tu m'as emprunté plus de 4000 $, sans rembourser un centime. Megan, j'ai couvert ton loyer 6 fois et payé 2 programmes universitaires distincts dont tu as abandonné les études, maman et papa. J'ai contribué à vos dépenses de ménage à plusieurs reprises lorsque vous avez vidé vos comptes pour aider ces deux-là. Ma famille échangea des regards inconfortables. Maintenant, permettez-moi de demander à nouveau. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a aidé? Nous t'avons donné beaucoup, a insisté ma mère. Nous avons aidé avec tes frais de scolarité universitaire. Vous avez contribué 5000 $ à mes frais de scolarité. Ai-je corrigé? J'ai travaillé pendant mes études et j'ai contracté des prêts pour le reste pendant ce temps. Vous avez payé la totalité des frais de scolarité de Kevin et vous payez toujours les prêts étudiants de Megan. C'est différent, a argumenté mon père. Ils avaient assez plus besoin d'aide que toi. Tu as toujours été si capable. Alors, je suis punie pour être responsable, pour travailler dur, pour faire de bons choix. Personne ne te punit, s'est moqué Kevin. Tu es juste meilleur avec l'argent que nous. Et cela rend acceptable de me traiter comme votre banquier personnel. La conversation se détériorait rapidement, chacun parlant par-dessus l'autre, niant ma perspective, minimisant mes sentiments. J'ai pris une décision, ai-je annoncé, coupant le chaos. Je ne fournirai plus de soutien financier à aucun d'entre vous. La pièce devint soudainement, complètement silencieuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Kevin, la voix tendue. « Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Plus de prêts, plus de paiement de factures, plus de renflouement financier d'aucune sorte. »« Tu ne peux pas être sérieuse, » dit Megan, les yeux écarquillés d'alarme. « Je n'ai jamais été aussi sérieuse à propos de quoi que ce soit de ma vie. » La main de ma mère vola à sa gorge. « Mais qu'en est-il de la famille qui s'entraide? Qu'en est-il d'être là les uns pour les autres? Je suis toujours heureuse d'être là émotionnellement, de passer du temps ensemble, de construire une relation plus saine. Mais la banque de Rachel est fermée définitivement. « Mais mon loyer est dû la semaine prochaine !» s'exclama Kevin. « Bien sûr qu'il l'était. Tu devras te débrouiller toi-même ?» ai-je dit calmement. Tout comme tu as trouvé comment financer des vacances aux Bahamas, l'ambiance a instantanément changé de l'incrédulité à la panique. Mon soutien financier, qu'ils avaient pris pour acquis pendant si longtemps, était soudainement en péril. Et avec lui, leur vie confortable bâtie sur mes sacrifices. « Tu es égoïste !» accusa mon père, la colère remplaçant son ton conciliant précédent. « Non, papa, pour la première fois de ma vie. Je refuse d'être altruiste au point de me nuire. Il y a une différence. »« Est-ce à cause de Marcus ?» demanda ma mère. « T'a-t-il retourné contre ta famille ?» La suggestion que je ne pouvais pas prendre mes propres décisions était exaspérante. « Cela n'a rien à voir avec Marcus, et tout à voir avec la façon dont vous m'avez tous traité. »« Alors tu le choisis plutôt que nous, » dit Megan amèrement. « Je me choisis, » ai-je corrigé. « Je choisis de ne plus être utilisée. » Alors que la réalité de ma décision s'installait, la conversation se dégradait davantage. Kevin m'accusa d'être sans cœur. Megan pleura à propos de la perte potentielle de son appartement.
Ma mère invoqua la loyauté et la tradition familiale. Mon père menaça que je regretterais de rompre les liens avec ma famille. Je ne coupe pas les ponts, ai-je clarifié. J'établis des limites. Il y a une différence. Mais ils ne pouvaient ou ne voulaient pas comprendre la distinction. Dans leur esprit, mon rôle était fixé. J'étais la pourvoyeuse, la soutien, celle qui se sacrifiait. Toute déviation de ce rôle était une trahison de la famille elle-même. Après une heure d'arguments circulaires et d'émotions croissantes, je me suis levée pour partir. « Je vous aime tous », ai-je dit, me surprenant par la vérité de ces mots malgré tout, mais je ne peux pas continuer dans ce schéma. Ce n'est sain pour aucun de nous. « Si tu sors par cette porte, » avertit mon père, « ne t'attends pas à ce que les choses reviennent à la normale quand tu retrouveras tes esprits. C'est exactement ce que j'espère. »« Papa, » ai-je répondu, « car la normale est le problème ?» Alors que je rentrais en voiture, mon téléphone a explosé de messages. Ma mère affirmant que je lui avais causé une crise d'anxiété. Kevin me traitant d'égoïste. Megan disant que j'étais morte pour elle. La virulence était douloureuse, mais aussi révélatrice. Leurs réactions ont confirmé ce que je commençais à soupçonner. Leur amour était conditionnel, dépendant de ce que je pouvais fournir plutôt que de qui j'étais. Les semaines suivantes ont apporté une expansion du champ de bataille. Les membres de la famille élargie ont appelé pour me raisonner. Tante Suzanne a insisté sur le fait que je déchirais la famille pour de l'argent. Oncle Paul a suggéré que j'étais sous l'influence de « ce petit ami à toi ». Seule ma cousine Jessica est restée solidaire, m'appelant pour dire « Je veux juste que tu saches. Je comprends pourquoi tu es contrarié. » Ils m'ont fait la même chose l'année dernière avec le voyage de ski. Personne ne m'a rien dit avant que je voie les photos sur Facebook. Sa solidarité était une bouée de sauvetage. J'ai regardé comment ils t'ont traité pendant des années. Ce n'était pas juste. Je t'admire de te défendre. La pression était intense, mais j'ai tenu bon, à chaque tentative de me manipuler pour me ramener à mon ancien rôle. Ma résolution se renforçait. La famille que j'avais tant désirée. Une famille basée sur le respect mutuel et les soins sincères n'existait clairement pas, et aucun sacrifice de ma part ne la créerait. Au fur et à mesure que le printemps progressait, les attaques directes ont cédé la place à une manipulation plus subtile. Ma mère a envoyé des photos de réunions de famille auxquelles je n'avais pas été invitée, avec des légendes comme « Notre famille complète nous manque ». Kevin a transféré des refus d'emploi avec des notes comme « Je suppose que je serai bientôt sans abri. J'espère que tu es heureuse ». Megan a publié des mises à jour cryptiques sur les réseaux sociaux sur la découverte de qui sont vos vrais amis dans les moments difficiles. Chaque tentative de me faire culpabiliser a renforcé que j'avais pris la bonne décision. Ils ne comprenaient toujours pas ou ne se souciaient pas du vrai problème. Ils voulaient juste la reprise du soutien financier, en thérapie. Le docteur Barrett m'a aidé à traiter les retombées continues. Ce que vous vivez est une extinction par intensification, a-t-elle expliqué. Lorsqu'un comportement qui était auparavant récompensé cesse soudainement d'être récompensé, le comportement s'intensifie souvent avant de finalement s'arrêter. Ils font tout leur possible pour que vous reveniez à votre ancien rôle. « Est-ce que ça finira un jour ?» ai-je demandé, épuisée par l'assaut émotionnel constant. « Oui », m'a-t-elle assuré. « Lorsqu'ils comprendront vraiment que l'ancien schéma est terminé pour de bon, ils s'adapteront à la nouvelle réalité où ils prendront leur distance. Et s'ils choisissent la distance, alors c'est une information précieuse sur la véritable nature de votre relation. » Ces mots étaient difficiles à entendre, mais indéniablement vrais, si ma famille ne pouvait pas m'aimer sans contrainte financière. Alors peut-être que ce que nous avions n'était pas vraiment de l'amour. Alors que la phase de confrontation s'étendait jusqu'au début de l'été, je me suis concentrée sur le renforcement de ma famille choisie, des amis qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Marcus et moi avons avancé dans les préparatifs du mariage, décidant d'une petite cérémonie avec des personnes qui soutenaient réellement notre relation. Les lignes avaient été tracées. J'avais pris ma position. Mais le test le plus difficile de ma résolution et le véritable point de rupture qui déterminerait l'avenir de mes relations familiales devait encore venir. Le point de rupture est survenu fin juin, près de 6 mois après la révélation de Noël,
J'étais au travail lorsque ma mère a appelé. Sa voix exceptionnellement douce. « Rachel, j'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé. Tu me manques, nous nous manquons tous. Pouvons-nous, s'il te plaît, essayer de dépasser ça ?» Son ton semblait sincère, manquant le ton accusateur des conversations précédentes. Pendant un moment, l'espoir a vacillé en moi. Peut-être qu'il commençait enfin à comprendre. « Tu me manques aussi, maman, ai-je admis. Mais aller de l'avant exige plus que de faire semblant que rien ne s'est passé. »« je sais, a-t-elle dit rapidement. Nous avons fait des erreurs, les vacances, la façon dont nous nous sommes fiés à toi financièrement. Ce n'était pas juste. C'était la reconnaissance la plus importante que j'ai reçue d'un membre de ma famille. Ma gorge s'est serrée d'émotion. Cela compte beaucoup pour moi. Maman. Alors, viendras-tu au dîner de dimanche ce week-end? Tout le monde sera là, et nous pourrons recommencer à zéro. J'ai hésité, méfiante, mais voulant croire en la possibilité de changement. Je vais y réfléchir. D'accord, je dois vérifier avec Marcus nos projets. Marcus, a-t-elle répété, sa voix se refroidissant légèrement. Tu sais, Rachel, je me demande parfois si c'est lui qui t'a mis toutes ces idées en tête sur nous t'utilisant. Et voilà. La manipulation cachée sous la conciliation apparente. L'espoir vacillant s'est éteint. Maman, je suis une femme de 30 ans, avec mon propre esprit. Mes décisions sont les miennes. Bien sûr, ma chérie, a-t-elle reculé. Mais le mal était fait. Pense juste à dimanche, d'accord? Tu nous manques. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, un étrange calme s'installant en moi. Cet appel avait clarifié quelque chose d'essentiel. La surface pouvait changer, mais le schéma sous-jacent restait. Il voulait l'ancienne Rachel en retour, celle qui donnerait sans fin, sans questionner le déséquilibre. Ce soir-là, j'ai créé une feuille de calcul, documentant méthodiquement chaque dollar que j'avais donné à ma famille au fil des ans. J'ai inclus les dates, les montants, les objectifs déclarés et si l'argent avait été remboursé. Presque jamais. Le total final était stupéfiant. 19 dollars sur 8 ans qu'aurait pu acheter cet argent, un apport pour une maison, une partie importante de mes prêts étudiants, la sécurité financière en période d'incertitude économique, mais le coût financier, bien que substantiel, n'était pas le calcul le plus important. Le lendemain, j'ai créé une feuille de calcul différente, un bilan émotionnel, d'un côté. J'ai listé ce que j'avais donné à ma famille émotionnellement. Soutien constant, priorité dans mon emploi du temps. Travail émotionnel, acceptation inconditionnelle de leur choix. De l'autre côté, j'ai listé ce que j'avais reçu. Amour conditionnel, critique déguisée en préoccupation, rejet de mes sentiments, trahison de la confiance. Le déséquilibre était encore plus frappant que le financier. Marcus m'a trouvé en train de fixer ses feuilles de calcul tard dans la nuit. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé gentiment. Quantifier les relations peut être douloureux. J'ai besoin de le voir clairement, ai-je expliqué. J'ai besoin de comprendre exactement ce que j'ai sacrifié et ce que j'ai reçu en retour. Et qu'allez-vous faire de ces informations? J'ai pris une profonde inspiration. Prendre une décision finale sur mes limites à l'avenir. Au cours des jours suivants, j'ai consulté 3 personnes, le Dr Barrett, ma plus ancienne amie Stéphanie, et une conseillère financière nommée Alyssa Wright. Chacune a apporté une perspective sur un aspect différent de ma situation. Le Dr Barrett m'a aidé à articuler à quoi devraient ressembler des relations familiales saines, et a reconnu que les miennes étaient loin de cette norme. Stéphanie, qui me connaissait depuis l'université, m'a rappelé des incidents spécifiques où ma famille avait profité de ma générosité tout en critiquant mes choix. Alyssa a décrit les implications financières de continuer à soutenir ma famille par rapport à me concentrer sur ma propre santé financière et mon avenir avec Marcus. Vendredi, j'avais pris ma décision. Je n'assisterai pas au dîner de dimanche. Au lieu de cela, je tracerai une ligne claire et ferme qui ne pourrait être franchie ou manipulée. J'ai passé le samedi à rédiger un courriel à toute ma famille, parents, frères et sœurs, et les membres de la famille élargie qui s'étaient mêlés à la situation. Je l'ai révisé plusieurs fois, supprimant le langage émotionnel au profit de déclarations claires et directes,
Marcus a lu la version finale, ne suggérant que quelques petites modifications pour plus de clarté. Dimanche matin, à l'heure exacte où j'aurais conduit chez mes parents, j'ai envoyé le courriel. Objet. Ma décision concernant notre relation familiale. Chère famille. Après mûre réflexion, je vous écris pour communiquer clairement ma décision concernant notre relation à l'avenir. Je ne fournirai plus aucun soutien financier d'aucune sorte à aucun membre de la famille. Cela inclut, sans s'y limiter, les prêts, les cadeaux, les paiements de factures, la caution solidaire et l'aide d'urgence. Cette décision est définitive et non négociable. J'ai documenté 734,28 $ de soutien financier fourni au cours des 8 dernières années, dont la plupart a été donnée avec l'accord qu'elles seraient remboursées. Je pardonne formellement ces dettes car je reconnais qu'elles ne seront probablement jamais remboursées. Cependant, ce pardon s'accompagne de la compréhension qu'aucune demande financière future ne sera considérée. Je suis ouverte à la construction d'une nouvelle relation basée sur le respect mutuel et la communication honnête. Cependant, cela ne pourra pas se faire tant que chacun n'aura pas reconnu les schémas qui ont conduit à ce point. Je ne prétendrai pas que l'incident de Noël était un événement isolé plutôt qu'une partie d'une dynamique de longue date. Pour l'avenir immédiat, j'établis les limites suivantes. Je n'assisterai pas aux réunions de famille où mes sentiments et ma perspective sont rejetés. Je n'engagerai pas de conversation qui tente de me culpabiliser ou de me manipuler. Je ne répondrai pas aux messages qui blâment Marcus ou d'autres pour mes décisions. Je bloquerai quiconque continuera à envoyer des communications manipulatrices ou abusives. Je vous aime tous et j'espère que nous pourrons éventuellement construire des relations plus saines. Mais cela ne pourra pas se faire sans changement significatif dans la manière dont nous interagissons. Rachel. La réponse fut immédiate et écrasante. Mon téléphone a explosé de notifications. SMS, appels, messages vocaux, courriels. Je l'ai réduit au silence et je l'ai mis dans un tiroir, me donnant la permission de ne pas réagir à leurs réactions immédiates. Plus tard dans la soirée, lorsque j'ai finalement vérifié les réponses, elles sont tombées dans des schémas prévisibles. Mon père était froidement furieux, écrivant « Je n'aurais jamais cru voir le jour où ma fille placerait l'argent au-dessus de la famille. Ta mère est dévastée. » Kevin alternait entre la rage et la panique. « Toi, égoïste. Qu'est-ce que je suis censée faire pour le loyer maintenant ?» Suivi de « S'il te plaît, Rachel, je suis désespérée, juste cette dernière fois. » Megan est allée directement à la manipulation émotionnelle. « Je n'arrive pas à croire que tu nous fais ça. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Est-ce vraiment la personne que tu veux être ?» Les membres de la famille élargie ont exprimé leur choc et leur désapprobation. Tante Patty, écrivant « La famille aide la famille. Point final. Ce n'est pas comme ça que tu as été élevé. » Mais il y eut aussi des réponses inattendues. Oncle Bill, le frère de mon père, a écrit « Je comprends plus que tu ne le penses. Il a fallu du courage pour établir ses limites. Laisser tout le monde s'adapter. » Et le plus surprenant, ma cousine Taylor m'a envoyé un message privé. J'ai regardé comment ils t'ont traité pendant des années. Ce n'était pas juste. Je t'admire de te défendre. La réaction la plus révélatrice est venue le lendemain, lorsque Kevin s'est présenté sans prévenir à mon appartement, frappant à la porte et criant. Marcus s'est avancé pour y répondre, mais je l'ai arrêté. « Laisse-moi gérer ça. » À travers la porte, j'ai appelé. « Kevin, je n'ouvrirai pas la porte pendant que tu te comportes comme ça. Si tu veux parler calmement, envoie-moi un SMS et nous pourrons organiser une rencontre dans un lieu public. »« Tu ne peux pas te cacher de ta famille, » a-t-il crié. « Tu te crois tellement mieux que nous, avec ton emploi de fantaisie et ton petit ami parfait. Mais tu n'es rien sans nous. » Ces mots étaient douloureux, mais aussi clarifiants. Il ne s'agissait pas d'amour ou de connexion sincère. Il s'agissait de contrôle et d'accès aux ressources. « Je vais appeler la sécurité de l'immeuble. » L'ai-je informé calmement. « S'il te plaît, pars avant qu'il n'arrive. » Il l'a fait, mais pas avant de glisser une note sous la porte avec seulement 5 mots. « Tu regretteras cette décision pour toujours. » J'ai ramassé la note, me sentant étrangement calme. « En fait, » ai-je dit au couloir vide, « je pense que c'est la première décision que je ne regretterai pas. » Les semaines suivantes ont apporté des tentatives croissantes pour briser ma résolution.
Ma mère a laissé des messages vocaux larmoyants sur la façon dont je la tuais d'inquiétude. Mon père a envoyé des courriels formels sur mes obligations familiales. Meghan a créé des publications sur les réseaux sociaux clairement dirigées vers moi, se lamentant sur la façon dont certaines personnes oublient d'où elles viennent. Chaque tentative a renforcé que j'avais pris la bonne décision. Ils ne comprenaient toujours pas, ou choisissaient de ne pas comprendre. Le problème fondamental, ils me considéraient comme une ressource à gérer, pas comme une personne ayant des sentiments et des limites valides. Avec l'aide de ma conseillère financière, j'ai systématiquement retiré mes connexions financières avec ma famille. J'ai fermé les comptes joints, retiré mon nom des prêts solidaires qui avaient été remboursés et annulé les paiements automatiques que j'avais mis en place pour diverses dépenses familiales. C'était comme démêler une toile complexe qui avait été tissée au fil des années d'enchevêtrement. Chaque fil retiré me donnait l'impression de reprendre une partie de moi-même. La pression familiale a atteint son paroxysme lorsque mes parents ont impliqué le pasteur de longue date de notre famille, le révérend Thomas, qui a appelé pour exprimer son inquiétude quant à mon cœur endurci. « Rachel », a-t-il dit gravement, « le pardon est au cœur de la vie de famille. »« J'ai pardonné », ai-je répondu. Mais le pardon ne signifie pas permettre au même schéma de continuer. Cela ne signifie pas être un paillasson. Votre famille souffre sans votre soutien, a-t-il insisté. Certes, en tant que chrétienne, vous vous sentez appelée à aider ceux qui sont dans le besoin. Révérend Thomas, ai-je dit prudemment. Conseilleriez-vous à la famille d'un alcoolique de continuer à lui fournir de l'alcool, parce que c'est essentiellement ce que vous me demandez de faire. Continuez à permettre des comportements qui nuisent à toutes les personnes impliquées, y compris celles qui s'y adonnent. Il n'a pas eu de réponse à cela. En août, l'intensité de la réaction a commencé à diminuer. Le flot quotidien de messages s'est ralenti pour devenir des tentatives occasionnelles. Le ton de ma mère est passé de l'accusateur à la résignation, celui de mon père. De l'autoritaire au distant, Kevin et Meghan, forcés de trouver d'autres solutions à leurs problèmes financiers, communiquaient moins fréquemment. Le signe le plus révélateur est venu lorsque Meghan a posté sur Instagram à propos de son nouveau travail chez Starbucks avec la légende. Parfois, il faut faire ce qu'il faut faire. C'était le premier emploi qu'elle occupait depuis plus d'1 mois, depuis des années. Kevin, selon des amis communs, avait déménagé dans un appartement plus petit et avait pris un colocataire. Mes parents, confrontés à la réalité de ne plus avoir mon coussin financier pour leur retraite. Avaient-ils consulté un conseiller financier de leur côté? Ils s'adaptaient, tout comme le docteur Barrett l'avait prédit. Sans accès à mes ressources. Ils trouvèrent des moyens de se soutenir. L'ironie n'a pas échappé à mon esprit. Ma décision égoïste les avait en fait forcés à une plus grande autosuffisance et responsabilité. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un soulagement mêlé à un véritable chagrin. Soulagement que le drain constant de mes finances et de mes émotions ait cessé. Chagrin pour la famille que j'avais toujours voulu, mais jamais vraiment eu. Grâce à la thérapie, j'ai fini par comprendre que ce chagrin n'était pas nouveau. Il avait toujours été là, enfoui sous des couches d'espoir et de déni. Je ne pleurais pas une relation perdue, autant que je reconnaissais une vérité que j'avais longtemps essayé d'ignorer. Que la famille aimante et solidaire que j'avais tant essayé de créer par le sacrifice et le compromis n'existait que dans mon imagination. En octobre, près d'1 an après le Noël qui a tout changé, Marcus et moi avions économisé suffisamment pour un modeste apport pour un condo. Sans les exigences financières constantes de ma famille, nos économies avaient augmenté étonnamment rapidement, le jour où nous avons signé les actes hypothécaires. J'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement et de liberté. Cette étape, qui semblait perpétuellement hors de portée pendant que je soutenais ma famille, était devenue réalisable en moins d'1 an d'indépendance financière, ce soir-là. Alors que nous trinquions à notre nouvelle maison avec du champagne, Marcus m'a demandé doucement « Des regrets ?» J'ai sérieusement réfléchi à la question. À propos du condo, absolument aucun. À propos de ta famille, a-t-il précisé. J'ai regardé autour de moi ce petit mais charmant espace qui était vraiment le nôtre. Acheté avec l'argent que nous avions gagné et économisé, représentant un avenir que nous construisions ensemble.
Mon seul regret, ai-je dit finalement, est de ne pas avoir établi ces limites il y a des années. Alors que je me préparais pour ma première saison des fêtes sans contact avec ma famille immédiate. J'ai ressenti à la fois de l'appréhension et une confiance tranquille. Le chemin que j'avais choisi n'était pas facile, mais il était juste pour moi. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était la priorité qui comptait le plus. 1 an après le Noël qui a tout changé. Je me tenais dans la cuisine du condo, que Marcus et moi avions acheté, disposant des cookies sur un plateau pour notre réunion de fête. La liste des invités comprenait des amis du travail. Le frère et la belle-sœur de Marcus, ma cousine Jessica et son mari, et quelques voisins avec lesquels nous étions devenus proches. « Besoin d'aide ?» demanda Marcus, m'enlaçant par derrière. « Je pense que j'ai la situation sous contrôle. » ai-je souri, me penchant en arrière contre lui. « Difficile de croire que cela fait 1 an. Tu as parcouru un long chemin, » murmura-t-il, embrassant ma tempe. « Je suis fière de toi. » Ces mots m'ont réchauffé parce qu'ils étaient vrais. Le voyage du Noël dernier à celui-ci avait été difficile, mais transformateur. Avec l'aide de la thérapie, d'amis solidaires et de la clarté qui vient de la distance. J'avais reconstruit ma vie autour de relations plus saines et de limites plus fortes. Le docteur Barrett avait joué un rôle déterminant dans mon processus de guérison. Nos séances hebdomadaires étaient antépassées de la gestion de crise à un travail plus approfondi sur mes schémas et mes croyances. J'ai appris à reconnaître et à contester les pensées coupables qui surgissaient chaque fois que je privilégiais mes propres besoins. J'ai pratiqué le fait de dire non sans le suivre de justifications ou d'excuses. Ta santé mentale s'est considérablement améliorée, a-t-elle noté lors de notre séance plus tôt cette semaine. Lorsque nous avons commencé, tu avais des crises d'anxiété et tu dormais mal. Maintenant, tu sembles centré et calme. Elle avait raison. Le nœud constant de tension que j'avais porté dans ma poitrine pendant des années s'était dissous. Je dormais toute la nuit la plupart du temps. Le sentiment persistant d'insuffisance, de ne jamais en faire assez, de ne jamais donner assez, s'était estompé. Professionnellement, j'avais également prospéré, sans le drain émotionnel du drame familial. J'avais plus d'énergie et de concentration pour mon travail. J'avais été promue directrice marketing senior avec une équipe de 8 personnes relevant de moi. Les limites que je pratiquais dans ma vie personnelle se traduisaient par de meilleures compétences en management. Je déléguais efficacement au lieu de tout prendre sur moi. Et je défendais les besoins de mon équipe plutôt que de simplement satisfaire chaque demande de client. Nos nouvelles traditions de vacances avaient évolué naturellement. Au lieu de la réunion formelle et tendue chez mes parents, nous organisions une réception décontractée où les amis pouvaient passer à tout moment de la journée. Au lieu de cadeaux coûteux conçus pour impressionner. Nous organisions un échange de Père Noël secret léger au lieu du menu rigide de ma mère. Nous avons créé un repas partage où chacun apportait un plat qui représentait ses propres traditions familiales. Le jambon sent merveilleusement bon, ai-je dit à Marcus. En vérifiant le four, la recette de ta grand-mère était définitivement le bon choix. Elle serait ravie de savoir que nous l'utilisons, a-t-il dit. Elle disait toujours que la nourriture est la façon dont on construit de nouvelles familles. Nouvelles familles. L'expression capturait exactement ce que j'avais créé au cours de la dernière année. Une famille choisie, bâtie sur le respect mutuel et les soins sincères, plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Je recevais toujours des nouvelles occasionnelles de ma famille biologique par le biais de parents éloignés et des réseaux sociaux. Les nouvelles confirmaient ce que j'espérais, que mon retrait du soutien financier bénéficierait finalement à tout le monde. Kevin, confronté à la réalité de se soutenir entièrement, avait pris un emploi stable dans une compagnie d'assurance plutôt que de poursuivre des stratagèmes pour s'enrichir rapidement, selon ma cousine Taylor. Il y était depuis 6 mois et se portait bien. Il semble en fait moins stressé, a rapporté Taylor lors d'un café. Il n'est pas constamment à la recherche d'argent ou à proposer de nouvelles idées commerciales. Il va juste travailler, encaisse son chèque et paie ses factures comme un adulte normal. Megan avait surpris tout le monde non seulement en gardant son emploi chez Starbucks, mais aussi en retournant au collège communautaire avec un plan clair.
Elle étudiait la gestion de l'hôtellerie et la payait elle-même grâce à une combinaison de travail, de bourses et de prêts étudiants soigneusement gérés. Elle semble plus confiante, m'a dit Jessica, comme si elle était vraiment fière de ce qu'elle accomplissait au lieu de simplement dériver. Mes parents avaient déménagé dans une maison plus petite, reconnaissant que leur style de vie précédent était financièrement insoutenable sans mes contributions. Mon père avait retardé sa retraite de quelques années, et ma mère avait pris des cours particuliers supplémentaires pour compléter leurs revenus. Ces changements n'ont pas été faciles pour aucun d'entre eux, mais c'étaient des ajustements nécessaires à la réalité. Mon soutien financier avait été une béquille qui les avait empêchés de développer leur propre force et résilience. Le retirer avait été douloureux, mais finalement bénéfique. Notre relation est restée distante, mais évoluait lentement, après des mois de messages manipulateurs et de culpabilisation. Ma mère avait finalement envoyé un courriel qui montrait une lueur de compréhension. J'ai réfléchi à ce que tu as dit concernant les schémas dans notre famille. Bien que je ne sois pas d'accord avec la façon dont tu as géré les choses, je peux reconnaître que nous nous sommes trop appuyés sur toi. Ton père et moi travaillons avec un conseiller financier pour planifier notre retraite sans te surcharger, ni tes frères et sœurs. J'espère qu'un jour, nous pourrons trouver un moyen d'être à nouveau une famille sans l'aspect financier. Ce n'était pas une reconnaissance complète des problèmes émotionnels plus profonds, mais c'était un début, une admission que la dynamique précédente était inappropriée et insoutenable. J'ai répondu par un courriel bref mais cordial, la remerciant de sa prise de contact et exprimant l'espoir d'une croissance et d'une compréhension continue. Nous n'étions pas prêts pour des rencontres en personne ou des réunions de fête, mais la porte était légèrement ouverte pour un nouveau type de relation à l'avenir. Kevin et Megan sont restés plus résistants au changement. Kevin avait envoyé une carte de Noël avec une note rigide, disant qu'il allait bien sans aucune aide. Merci. Sa fierté était clairement encore blessée. Megan m'a suivi sur Instagram depuis un nouveau compte, mais n'a jamais commenté ni envoyé de message directement. Ces petits gestes révélaient la douloureuse vérité sur la guérison familiale. Elle se produit à des rythmes différents pour différentes personnes, et parfois la réconciliation complète est impossible. J'avais fait la paix avec cette réalité, comprenant que je ne pouvais contrôler que mes propres actions et réponses. Pas le voyage de quelqu'un d'autre. La sonnette a retenti, interrompant mes réflexions. Nos premiers invités étaient arrivés, alors que le condo se remplissait d'amis et de familles choisies. Le contraste avec le Noël dernier ne pouvait être plus frappant. Au lieu de marcher sur des œufs, je me déplaçais librement dans mon propre espace. Au lieu de fabriquer de la joie pour masquer une tension sous-jacente, des rires sincères remplissaient les pièces. Au lieu de mesurer ma valeur par ce que je fournissais, j'étais appréciée simplement pour être moi-même. Après le dîner, alors que nous nous rassemblions dans le salon pour le dessert, Jessica a levé son verre. J'aimerais proposer un toast à Rachel et Marcus pour avoir créé cette belle nouvelle tradition et pour nous avoir tous montré ce que signifie construire une vie selon ses propres termes. Les verres ont teinté, tandis que des yeux chaleureux croisaient les miens dans la pièce. À cet instant, entourée de personnes qui me voyaient et m'appréciaient vraiment, j'ai ressenti un profond sentiment de retour à la maison. Pas dans un lieu physique, mais en moi-même. Plus tard, après le départ du dernier invité et que Marcus et moi faisions le ménage, il a demandé « À quoi penses-tu ? Tu as ce regard réfléchi ?» J'ai réfléchi à la question en rinçant une assiette. Je pense à la façon dont parfois les décisions les plus difficiles mènent à la plus grande croissance. Il y a 1 an, j'étais dévastée d'avoir perdu ma famille. Maintenant, je comprends que je ne les ai pas perdus. Je me suis trouvée. Il a hoché la tête, comprenant comme toujours. Et en te trouvant, tu as créé de l'espace pour des relations qui te nourrissent réellement au lieu de t'épuiser. Exactement. J'ai mis le dernier plat dans le lave-vaisselle et me suis tournée pour l'embrasser. J'ai appris que protéger sa paix n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Que le véritable amour n'exige pas le sacrifice de sa propre estime. Que parfois les liens familiaux les plus forts sont ceux que nous choisissons, pas ceux dans lesquels nous sommes nés. Alors que nous éteignions les lumières et nous préparions pour le lit,
J'ai ressenti une profonde sensation de paix. Le voyage n'avait pas été facile, et il n'était pas complètement terminé. Il y aurait toujours des sentiments compliqués à propos de ma famille d'origine, des pincements de perte occasionnels pour ce qui aurait pu être, mais j'avais découvert une vérité profonde à travers ce processus douloureux, que la capacité de fixer des limites, d'exiger du respect, de s'apprécier soi-même, ce n'étaient pas des actes d'égoïsme, mais d'auto-préservation, et en me préservant. J'avais créé de l'espace pour des connexions authentiques, basées sur des soins mutuels plutôt que sur l'obligation ou l'utilité. Les lumières de Noël scintillaient à l'extérieur de notre fenêtre alors que je m'endormais. La respiration régulière de Marcus à mes côtés. Je n'étais plus le distributeur automatique de la famille, le réparateur fiable, le donneur sans fin. J'étais simplement Rachel, entière, digne, et enfin chez moi dans ma propre vie. Avez-vous jamais dû prendre une décision difficile pour protéger votre paix et votre estime de soi? A-t-elle entraîné une croissance ou une guérison inattendue? J'aimerais connaître vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de la force à travers les défis de la vie. Rappelez-vous, parfois les choix les plus difficiles deviennent nos plus grandes bénédictions. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi. Et puissiez-vous trouver le courage de créer la vie et les relations que vous méritez vraiment.